Bonjour Taï Chris, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. On est ravis d'avoir un sportif de l'extrême avec nous. Je suis vraiment ravi d'être là, merci de m'inviter. On va revoir vos images. Ok. On peut applaudir Taï Chris. Un moment énorme. Un moment énorme. Alors là, on voit juste le saut, mais il y avait la préparation, il y avait le moment avant de me lancer où j'étais à 40 mètres sur cette nacelle qui tanguait avec le vent. C'était dommage le freinage, donc on voit comme quand je tombe dans les matelas à la fin. Mais en tout cas, c'était un moment incroyable, sûrement un des moments les plus forts de ma vie. On a coupé un peu, j'avoue, parce qu'on voudrait garder du temps pour votre interview. Ah, c'est gentil. Alors, aujourd'hui, vous êtes double entrepreneur, Ouais. président de On-Off Télécom et d'un tout nouveau réseau social Albums. Il vient de sortir, on en a parlé d'ailleurs dans notre débrief la semaine dernière. On va peut-être commencer par là. Présentez-nous ce nouveau projet. En fait, c'est très simple, c'est que je suis parti d'un constat, j'ai réalisé qu'on a tous des milliers de photos et vidéos qui dorment dans nos téléphones, et il n'y a pas vraiment de réseaux sociaux, en tout cas d'applications, qui nous permettent de manager, sécuriser et partager nos photos comme il faut. Aujourd'hui, Donc un logiciel de gestion de photos. voilà, de gestion et vraiment de le partager à ses amis, à sa famille, parce qu'aujourd'hui, les milliers de photos qu'on a sur nos téléphones, on ne veut pas spécialement les mettre sur Instagram ou sur Facebook, parce que ce sont des photos un peu trop privées. Ce qu'on met sur Instagram, c'est, on va dire, la représentation publique de la vie des gens. Vous voyez, on a tous une vie réelle et une vie vitrine sur Instagram. Et aujourd'hui, les photos privées, on les envoie globalement dans des groupes WhatsApp ou dans des conversations WhatsApp. C'est comme ça quasiment que tout le monde fait. Et donc, l'idée, c'était de faire finalement le WhatsApp de la photo, tout simplement, c'est-à-dire de faire une application où on peut se créer des albums collaboratifs entre amis. Donc vous faites. Mais donc c'est vraiment une boîte tech, ça veut dire il faut créer un socle logiciel puissant, sécurisé. Il a fallu recruter des talents. Hyper compliqué. Ouais. En fait, dès qu'on s'attaque à de la photo et à la vidéo, tout de suite, les utilisateurs nous comparent aux plus gros. Donc, en termes d'expérience utilisateur, il faut que ça marche. Il faut avoir une interface de dingue. Une interface de dingue. Et finalement, il y a tellement de petites fonctionnalités dans ce genre d'application comme Instagram que les utilisateurs ont pris l'habitude d'avoir. Si on n'arrive pas avec le même niveau de user experience, voilà, on n'y arrive pas. Et donc, ça coûte vraiment des millions d'euros à fabriquer. Ça prend des années. Alors là, on est au début de cette aventure, mais on est déjà un peu moins de 20 personnes qui travaillent dessus, et ça fait déjà 2 ans qu'on travaille dessus. J'ai pivoté tellement de fois, mais ce qui est génial, c'est que enfin, on peut se faire un album pour ses parents, un autre album pour ses collègues, un autre album quand on part, je sais pas, à la montagne avec des potes, un autre album pour sa copine ou son copain, et on donne des accès différents à chaque personne. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de donner le même type d'accès à ses parents, sa copine, son copain, ses potes, et comme ça, on peut pas besoin d'avoir plusieurs comptes. Il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs comptes Instagram, justement parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir finalement le même type d'accès à tout le monde. Donc là, c'est pratique, c'est par album. On se fait autant d'albums. Mais là, vous attaquez à la fois, vous avez cité les réseaux sociaux qu'on connaît, WhatsApp, Instagram, mais vous attaquez aussi Google Photos. Enfin, je veux dire, voilà, Google pas des Photos, petits acteurs quand même. C'est clair. Google Photos, on va dire, ça va être notre plus grand concurrent parce que. Comment vous allez faire pour attirer des utilisateurs ? Alors, en fait, leur dire, allez hop, migrez tout chez moi. La réalité, alors déjà, on a un avantage énorme par rapport aux autres, c'est que nous, on essaye de faire, en tout cas, on a démarré un processus de sécurité bien plus élaboré que tous les autres, avec un système de validation auprès de l'ANSSI qui prendra 8 mois avec du end-to-end encrypted, là où les Google Photos et tous les autres sont en train d'analyser vos photos et vidéos finalement pour vous vendre de la pub, en tout cas surtout Instagram, Facebook, etc. Donc nous, on a cet avantage, mais finalement, au-delà de ça, si on réalise bien, il n'y a aucune application qui est devenue leader sur le management photo et vidéo. Si vous allez dans la rue et vous demandez aux gens quelle est l'application, je ne sais pas, pour avoir un taxi, tout le monde va vous dire Uber. Mais si vous demandez quelle est l'application vraiment qui vous permet de sécuriser et envoyer vos milliers de photos, les gens ne vont pas vous dire Google Photos. Donc, ils ne sont pas devenus encore une référence. Donc, vous attaquez les GAFAM par 2 biais, en fait. D'abord, sur l'argument de la souveraineté, de la confidentialité, et puis sur le fait que, finalement, ils n'ont pas occupé toutes les places encore. Ils n'ont pas réussi à devenir leader là-dessus, et je pense que c'est parce que, en termes d'expérience utilisateur, la magie n'a pas été vraiment trouvée. C'est très difficile de s'attaquer à un produit qui a réussi le challenge à devenir le leader dans
ce mode de parole. En tout cas, sur les photos privées entre amis, personne n'a trouvé. Et donc, moi, j'essaye d'avoir la meilleure application de user experience. Un défi encore extrême, Taï Chris. Exactement. Alors, vous siégez au board de France Digital. Ouais, j'ai la chance de... Donc, vous voyez quelle est cette complexité aujourd'hui pour faire émerger des champions français dans le numérique. Je veux dire. Non seulement c'est compliqué, mais en plus, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé Album, c'est que j'étais frustré de voir que tous nos datas étaient en quelque sorte contrôlés par des boîtes américaines, ou sinon c'est russe et chinois, mais finalement le marché russe c'est plus pour le marché russe, je veux dire les applications russes c'est plus pour le marché russe, et la même chose pour la Chine. Et donc de voir que la France et l'Europe a complètement loupé le train, et que les investisseurs, que les gouvernements n'ont pas réagi par rapport à ça. Même quand il y a de belles pépites en France, ben on leur donne pas suffisamment les moyens, et du coup elles se font racheter. On voit le cas de Zenly, moi je connais les fondateurs, c'est génial pour eux. Ils ont créé une super boîte qui s'est fait racheter, je crois, 200 ou 250 millions, je connais pas le prix exact, par Snapchat, mais n'empêche que si... Est-ce qu'on laisse faire ou est-ce que juste on n'a pas les moyens? On a carrément les moyens. C'est qu'en fait, je pense que nos politiques et les investisseurs n'ont pas compris l'enjeu. Aujourd'hui, créer un réseau social, maîtriser la data du monde dans un pays, c'est presque une arme politique. On a vu ce qui s'est passé avec Twitter et Facebook. Ils ont supprimé la voix d'un président en exercice. Ouais. Je suis pas du tout pro-Trump, mais c'est quand même délirant qu'une boîte privée ait le pouvoir de supprimer la voix d'un président en exercice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux prochaines élections françaises, si les GAFA n'aiment pas un de nos candidats, en un claquement de doigts, ils vont le supprimer. Et là, de la scène médiatique. elle a eu lieu, cette prise de conscience politique. Aujourd'hui, on entend le mot souveraineté numérique Alors, tout le temps. bien sûr, mais malheureusement, on le voit souvent sur les investisseurs, ils nous disent « Oui, non, mais nous aussi, on a l'ambition, nous aussi, on veut créer des géants, mais au moment où il faut faire le chèque, ah ben là, il n'y a plus personne. » C'est ça le problème. Ouais. C'est-à-dire que je prends... C'est un problème de goût du risque. Oui, et presque de mentalité. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. Par exemple, il y a un nouveau réseau social qui vient d'émerger et qui fait un carton en ce moment, qui s'appelle Clubhouse. Oui. Voilà. Clubhouse, ils n'ont même pas de version Android. Ils n'ont quasiment pas de site internet. Ils font encore 0 €. Et pourtant, ils ont déjà levé 100 millions d'euros et ont été valorisés à 1 milliard. Si Clubhouse avait été fait par une boîte française, ils auraient sûrement levé beaucoup d'argent, mais pas du tout dans ce niveau, parce que les investisseurs leur auraient dit, bah, écoutez, trouvez déjà un business model, passez 2-3 ans à prouver que vous pouvez gagner de l'argent et ce genre de Oui, choses. puis il y a une peur de l'échec peut-être. Hein. Voilà, Alors c'est vraiment une mentalité différente, mais Ouais. ça va changer. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont envie de changer, mais moi, je tape du poing sur la table en disant, ça suffit. Il faut vraiment accélérer, donner la chance aux entrepreneurs français. Et alors moi, je mets ma première pierre à l'édifice. J'ai pas la prétention de dire c'est moi qui vais créer le réseau social de demain, mais au moins j'essaye et ça va peut-être lancer la dynamique et permettre à d'autres d'y arriver. Comme Brut qui lance son service de SVOD. Exactement. Ouais. Alors, vous tenez ça d'où? Vous avez appris ça où? Parce que j'ai découvert que vous n'aviez pas un seul jour de scolarité à votre actif. Exactement. Jamais été à l'école. Jamais mis un pied à l'école, même pas même suivi aucun cursus scolaire. Vraiment aucun. En fait, mes parents sont artistes et ils ont eu une façon assez folle de voir la vie, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, ce qui est important pour nous, c'est que notre fils fasse avant tout ce qu'il aime. Et à partir du moment où il fait ce qu'il aime, bah, il réussira dans la vie. Et donc, voilà, j'ai touché à tout. J'étais magicien professionnel, j'ai fait du dessin, du piano. Ah, vous voilà, plein de tout choses. jeune. Ah voilà, en roller. J'ai commencé voilà, à l'âge de 5 ans au Trocadéro avec mon frère, on faisait du roller. Et petit à petit, en grandissant, je me suis dit, j'ai envie que ça soit mon métier. Et finalement, vu que j'ai rien appris d'une façon scolaire, je suis devenu un ultra débrouillard, un autodidacte. Et finalement, être entrepreneur, c'est être débrouillard. Ouais, et encore plus aujourd'hui, c'est encore plus nécessaire. Donc là, vous êtes à la présidence de 2 entreprises en même temps, c'est pas classique non plus. Non, c'est pas classique. Ça a été difficile même de le faire accepter par mes investisseurs. C'est logique, hein, parce que ils ont investi. J'ai levé 20 millions d'euros sur ma première boîte qui est On-Off. Juste pour rappel, On-Off, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une application qui permet d'avoir un deuxième numéro en un clic sur son portable. Donc, vous voulez un numéro professionnel, un numéro de mobile pour vendre votre voiture sur le Bon Coin. Vous téléchargez l'application On-Off et en un clic, vous avez un numéro. Donc voilà, on avait levé 20 millions. Donc c'était très compliqué de convaincre mes investisseurs de me laisser lancer une deuxième boîte en parallèle et d'être le président des deux. Mais finalement, les deux projets sont géniaux.
Les investisseurs sont dans les deux boîtes, donc tout va bien. Ils ont vu que vous n'étiez pas ordinaire non plus. Exactement. Et alors, question que je pourrais peut-être vous a posé un des investisseurs, mais est-ce qu'il ne faut pas justement à un moment lâcher le manche, mettre quelqu'un d'autre à la place parce que sa boîte grandit et que bien sûr, sûrement. on n'est pas obligé de rester président? Bien sûr, bien sûr. En fait, de toutes les façons, moi, je suis moins bon en gestion. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont experts, et même ça les passionne, d'être le président, directeur général d'une boîte de, je sais pas, 200 personnes ou 500 personnes et de manager tout le monde, etc. Moi, c'est quelque chose qui me passionne un peu moins. Je suis plus un créateur de projets. Je sors les projets de terre. Je suis plus quelqu'un de vision, de Mais là, produit. On-Off, typiquement, est en train de devenir une grande structure. C'est en train. Alors, on est encore en poser transition. cette question de la gouvernance? Non, pas encore. Je pense que je suis encore là pendant quelques années, mais je me suis j'ai beaucoup de collaborateurs maintenant. On est 60 dans On-Off, et donc j'ai maintenant un DG qui m'aide à gérer le quotidien énormément. Et là, on est en train de discuter de potentiel énorme levée de fonds. Et donc, si on y arrive, peut-être la boîte va passer de 60 personnes à 200 ou 300. Les ambitions sont internationales pour On-Off? Ah, bien sûr, bien sûr. On est déjà de toute façon vendu dans tous les pays. Ce qui est super, c'est qu'enfin, on a atteint la rentabilité l'année dernière. Et on arrive à doubler le chiffre d'affaires quasiment chaque année. On a fait 10 millions l'année dernière, on devrait en faire 20 cette année. Et surtout, on s'est attaqué maintenant dans le B2B. On a une offre pour les entreprises qui permet de manager des flottes de numéros pour les salariés. Donc, vous voulez donner des numéros, pas besoin de donner un téléphone physique et payer la carte SIM. En un clic, vous ajoutez 100 numéros à vos collaborateurs et vous leur donnez... Non, des numéros virtuels. Exactement. Non, c'était super. Super idée. Et comment vous choisissez vos projets? Parce que comment on passe de triple champion du monde de roller sur rampe à On-Off, les télécoms, à ensuite un réseau social? Alors, je vais vous dire, moi, je suis finalement... beaucoup de gens me voyaient en tant que sportif, mais je suis plus un challenger, un rêveur. Je suis quelqu'un qui rêve de plein de choses et je vois cette étoile au loin du rêve impossible à réaliser, et après je me bats comme un diable pour le monter. Et donc j'aime sortir de ma zone de confort. J'ai pas envie d'avoir l'étiquette d'entrepreneur ou de sportif toute ma vie. J'ai eu même des projets artistiques. J'ai même commencé à écrire, je sais pas, un long métrage que j'avais essayé de monter à Hollywood, finalement qui s'est pas fait. Mais donc peut-être un jour. Hollywood, non, évidemment. Mais oui, autant voir les choses en grand. C'est pas de la prétention, c'est juste de l'ambition, quoi. Et donc, voilà, j'ai plein de projets comme ça, mais je pense que, au contraire, il faut sortir de sa zone de confort. Et j'encourage les gens à essayer plein de choses. Et de toutes les façons, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on va pas avoir le même métier toute notre vie. Nos parents faisaient des études pour avoir un métier dans une vie. Maintenant, les jeunes, ils savent très bien que le monde va tellement vite, ils sont obligés d'être suffisamment autodidactes pour apprendre différents métiers dans une vie. Donc voilà, je les encourage à le faire. Bon, et alors vous leur donnez quelques conseils à ces jeunes qui veulent se lancer, qui n'ont pas forcément un goût très prononcé pour les études, par exemple, mais qui ont des idées et de l'énergie pour entreprendre? Bah ouais, en fait, en tout cas, je me suis vraiment rendu compte au fur et à mesure de ma vie qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu plus doués que d'autres, mais finalement, moi, je faisais pas partie des plus doués, mais je faisais partie des plus passionnés et des plus travailleurs. Et je me suis rendu compte que la passion et le travail est un talisman pour la vie imbattable. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, quand vous êtes passionné, vous embarquez avec vous plein de gens dans ma boîte. Vu que les fonds d'investissement au début ne voulaient pas investir, parce qu'ils n'y croyaient pas que le rollerman pouvait arriver à créer une boîte dans les télécoms, j'ai convaincu finalement 130 amis, un par un, qui m'ont donné 10 millions d'euros, qui m'ont permis de démarrer. Finalement, dans ma carrière de sportif, j'ai convaincu le gouvernement français à me prêter la Tour Eiffel. Et finalement, tout ce que j'ai pu faire par rapport à ça, c'est l'excès de passion. J'ai mis les gens à bord de mon train, vous voyez. Et après, il ne faut pas se voiler la face. C'est le travail acharné pour devenir expert. Quand je me suis lancé dans ma boîte de télécom, j'étais obligé de devenir expert télécom pour gérer les équipes, pour inventer des brevets, pour comprendre, pour pas planter la boîte. J'étais face au mur. Donc le message à leur dire, c'est osez voir les choses en grand, voyez donc les choses en grand, travaillez comme des dingues, soyez passionnés et aidez-nous à changer le monde dans le bon sens, quoi. On va passer au moment de la fin de cette grande interview. C'est une interview express. Je vous lance sur un mot et vous me répondez spontanément. Ok, allez, c'est parti. Vos rêves, Taï Chris? Alors mes rêves, j'en ai plein, mais je dirais espace, ça fait partie espace et école. Finalement, j'ai envie de créer une école pour les enfants, pour transmettre un peu ce que j'ai appris, et j'aimerais bien aller un jour dans l'espace. Vos peurs?
J'en ai pas. En fait, je sais que la peur est réelle, que je veux dire que l'échec est réel. On peut tous rater, on peut se casser les bras, les jambes, on peut mourir, on peut perdre sa boîte. Donc l'échec, c'est quelque chose de réel, mais la peur est subjective. Donc je me casse pas la tête avec la peur. Je sais que ça peut arriver. Je me concentre juste à faire le maximum de choses tous les jours. Donc j'ai la chance de finalement jamais me stresser avec la peur. J'avance, voilà. On a peur, mais on avance. Vos interrogations? Constant, c'est-à-dire que j'ai à la fois beaucoup de certitudes et à la fois je challenge ma vision constamment parce que je me sens jamais arrivé. Et c'est grâce à ça, toutes les phases que j'ai fait, c'est des pages que je tourne. Et donc, voilà, constamment, j'essaye d'affiner le tir et mieux comprendre pour arriver à mon but. Est-ce que vous avez une idée fixe? Ah oui, alors là, dès que j'ai un projet en tête, je n'ai que ça, nuit et jour. J'en rêve la nuit. Cette nuit, j'ai encore rêvé, vous voyez, cette nuit, j'ai encore rêvé d'albums et un offre, comment je négocie avec des investisseurs. Vous voyez, cette nuit, j'ai rêvé de ça. Et le futur, vous l'imaginez comment? Alors, le futur, la façon où je fonctionne, c'est à la fois le mélange de l'idée fixe et du futur, c'est-à-dire que j'ai cette étoile que je vois au loin et je l'imagine toujours positivement. Je n'imagine jamais les problèmes, j'imagine toujours la positivité. Donc, ce réseau social va devenir grand, que je ferai mes projets, etc. Et donc, ça me permet de jamais être découragé, jamais être déprimé, parce que je vois que la positivité, le verre toujours à moitié plein. Et dans 5 ans, vous serez où, Taille Chris? J'espère que j'aurai réalisé pas mal de rêves, que j'aurai des enfants, que j'aurai fait cette école, que j'aurai peut-être fait mon film, que j'aurai peut-être réalisé ce réseau social, voilà, et que j'aurai transmis en tout cas la passion d'aller de l'avant à plein de gens. Super, on vous le souhaite aussi. Merci beaucoup, Taille Merci, Chris, président de On-Off Telecom, fondateur du réseau social Albums. On le prononce à l'anglaise. Vous restez avec moi. Alors, à suivre, c'est notre rendez-vous dans l'espace, mais en l'absence, je vais dire en l'espace, en l'absence de Cécilia Sévry. On va réécouter sa chronique sur le Signal WOW.